Alors, ma thèse porte sur l'histoire du verre et des verriers à Paris et en région parisienne dans la seconde moitié du XVIe siècle. Ça concerne une période qui va du début du règne d'Henri II en 1547 jusqu'à la mort de Henri IV en 1610. On est ici au musée de Cluny, au cœur de l'exposition Le verre, un Moyen-Âge inventif, et c'est une exposition sur laquelle j'ai pu travailler en tant que stagiaire. Donc l'exposition évoque surtout le verre médiéval, mais certaines façons d'utiliser le verre au Moyen-Âge perdurent jusqu'à la Renaissance. Il faut savoir qu'au XVIe siècle, il n'y a pas de verrerie à Paris, ni dans les villes densément peuplées, en raison des risques d'incendie, de pollution ou de nuisances sonores. Les verreries sont surtout installées dans les régions forestières ou en périphérie des villes. Cette situation évolue un peu au milieu du XVIe siècle, notamment à cause de l'arrivée en France de verriers italiens, vénitiens pour la plupart. Parce qu'en effet, depuis le milieu du XVe siècle, Venise s'est imposée comme la capitale européenne du verre. Donc la fabrication du verre était déjà une spécialité de Venise au Moyen-Âge, mais là, ça devient vraiment un succès européen. Les verriers qui sont installés sur l'île de Murano mettent au point des innovations techniques fascinantes, comme le verre cristallo, qui est en fait un verre très transparent, très pur et qui ressemble à du cristal, d'où son nom. Et ce verre sert à fabriquer des objets qui sont ensuite décorés d'or et d'émail. Et c'est donc un type de produit très prestigieux qui connaît un grand succès auprès des plus riches d'Europe, et notamment les souverains européens et leurs cours. Ce goût pour les verres vénitiens se manifeste également en France, et c'est la raison pour laquelle le roi Henri II et son épouse Catherine de Médicis, d'origine italienne, ont choisi d'octroyer en 1551 un privilège à Teseo Mutio, un verrier, pour qu'il fabrique du verre façon de Venise. Et il installe sa verrerie au pied du château royal de Saint-Germain-en-Laye. Donc Teseo Mutio n'est pas vénitien, il est originaire de Bologne, mais il travaille avec des verriers vénitiens comme Louis d'Elberetin, qui est un verrier originaire de Murano et qui quitte Venise au milieu des années 1540. La verrerie fonctionne jusqu'en 1585, mais cette date ne marque pas la fin de la présence de verriers italiens en Île-de-France, puisque dans les années 1580, de petits ateliers vénitiens s'installent au faubourg Saint-Germain-des-Prés. Et en 1600, la famille des Sarod, originaire d'Altare, installe la première verrerie de Paris, toujours au faubourg Saint-Germain-des-Prés. L'art du verre pratiqué par les Italiens concerne essentiellement les verres précieux, ce qui ne veut pas dire que les Parisiens modestes n'utilisaient pas de verre dans leur vie quotidienne. On a retrouvé des milliers de verres dans des fouilles archéologiques qui ont eu lieu à Paris dans les années 1980, comme les fouilles de la cour Napoléon du Louvre. Donc des verres du XVIe siècle. Ces verres présentaient des formes très variées qui étaient adaptées à différents usages. Je pense évidemment aux verres et aux bouteilles qui sont utilisés pour le service de la boisson, mais on a trouvé aussi des verres plus spécialisés, comme par exemple les alambics, qui sont utilisés pour la distillation de l'alcool ou des eaux parfumées. Mais on a aussi trouvé des urinaux. En fait, l'urinal est devenu l'objet symbole du médecin au Moyen-Âge et à la Renaissance. En fait, c'est un type de récipient particulier dans lequel le médecin en fait, analyse et observe la couleur, la consistance et l'odeur des urines d'un patient, et ça lui permet de diagnostiquer une maladie. C'est pour ça que c'est devenu l'objet symbolique du médecin au Moyen-Âge et à la Renaissance. Ces verres d'usage commun, quotidien, ne sont pas fabriqués par les verriers italiens. Ils proviennent de verreries situées dans des régions forestières proches de Paris, comme la Picardie, l'Argonne ou la Normandie par exemple. Et ces verres sont importés et revendus dans les boutiques parisiennes ou criés dans les rues de Paris par des marchands ambulants. Le verre se démocratise à cette période et devient un enjeu artisanal et commercial important. Deux métiers reçoivent, dans la seconde moitié du XVIe siècle, des statuts, ce qui officialise leur existence et témoigne de leur importance. On a tout d'abord le métier de pâtenotrier boutonnier d'émail, qui reçoit des statuts en 1566. C'est un métier à vocation artisanale, puisque le pâtenotrier fabrique des perles de verre pour en faire des bijoux ou des chapelets. Plus tard, en 1583, c'est le métier de marchand verrier couvreur de bouteilles en osier qui reçoit à son tour des statuts.
C'est un métier plutôt commercial, mais avec une petite dimension artisanale, puisque les marchands verriers sont autorisés à recouvrir les bouteilles qu'ils importent d'un revêtement d'osier pour ensuite les revendre. Donc, le revêtement permet de protéger la bouteille des chocs, ce qui la rend donc apte au transport, mais le revêtement sert aussi à protéger le contenu de la bouteille de la lumière. Donc c'est un produit très pratique qui rencontre un grand succès à Paris dans la seconde moitié du XVIe siècle et devient un enjeu commercial important. Il y a donc deux milieux du verre qui coexistent durant toute la période que j'étudie. D'une part, les Italiens, dont le savoir-faire est recherché pour la fabrication de verres précieux, et d'autre part, les Parisiens, qui fabriquent de menus objets en verre ou revendent des verres d'usage commun importés. Et ce n'est qu'au début du XVIIe siècle que Henri IV impose aux Sarraudes, des verriers installés à Paris, de prendre des apprentis français pour leur enseigner les techniques italiennes. Et face au refus des Sarraudes, Henri IV choisit d'imposer en fait un verrier français à la tête de la verrerie de Paris. Et ce verrier s'appelle Jean Maréchal. Grâce au Labex, j'ai pu notamment partir à Rome et à Venise afin de pouvoir approfondir mes recherches sur les verriers vénitiens, ce qui a permis d'enrichir considérablement le contenu de ma thèse.